Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Cette vidéo est la troisième d'une série de 7 qui vise à présenter des méthodes de mise au travail en s'appuyant sur des recherches en psychologie sociale. Donc pour ce faire, comme dans les deux premières vidéos, je m'appuie sur le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, dans lequel il catégorise l'ensemble des techniques de vente et de manipulation qu'il a pu observer chez qu'il a pu voir utilisées par des professionnels de la vente et du marketing, selon 6 grands principes psychologiques qui constituent des leviers d'influence. Donc cette vidéo porte sur le principe de la preuve sociale. De quoi s'agit-il ? Donc évidemment, là encore, dans ce chapitre, il présente tout un ensemble de recherches, de faits divers, d'expériences qui ont été menées pour illustrer le mécanisme psychologique de la preuve sociale. Alors les premières expériences qui ont été menées portent sur visent à étudier les réactions des gens quand ils sont face à des personnes qui semblent avoir besoin d'assistance. Donc si vous voulez, l'expérience se déroule de la façon suivante. Un homme est allongé dans la rue par terre, il semble aller mal, et on essaye de faire varier un peu les paramètres pour voir quelles sont les circonstances qui lui donnent le plus de chances d'être secouru. Et on s'est aperçu, dans ces cas-là, que 3 facteurs entraient en ligne de compte et, s'ils variaient, permettaient une intervention plus ou moins franche, rapide, effective du passant. Le premier, c'est le degré d'incertitude concernant le besoin de secours. Donc si vous passez dans la rue et qu'un homme est allongé sur le sol, soit il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a besoin d'assistance et alors là il a beaucoup plus de chances d'être secouru, soit il y a un doute, on se demande est-ce qu'il est ivre ou est-ce qu'il il se repose, s'il y a une incertitude quant à la difficulté dans laquelle il se trouve, il y a moins de chances qu'il soit secouru. Le deuxième élément, c'est le nombre de témoins présents sur le lieu. Si vous passez dans une rue et que vous êtes seul, il y a beaucoup plus de chances que vous interveniez pour secourir ou pour demander si la personne a besoin d'assistance que s'il y a des témoins présents. Et même, les expériences ont montré que plus il y avait de témoins passifs présents, moins il y avait de chances que vous interveniez pour aider la personne. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est un peu je passe, il y a 3 personnes qui sont là et qui ne font rien, ou qui semblent faire comme si rien n'était bizarre, anodin, nécessitait une intervention, donc c'est bien la preuve que tout va bien, donc je passe mon chemin. Le troisième élément, c'est le fait que les gens soient inconnus les uns pour les autres. Si vous connaissez les personnes qui sont témoins, il y a plus de chances que vous interveniez ou au moins que vous manifestiez en demandant est-ce que quelqu'un a appelé les secours, est-ce qu'il y a un problème. Si vous ne connaissez pas les gens, il y a de fortes chances que vous passiez votre chemin en vous disant que vraisemblablement peut-être quelqu'un a déjà prévenu les secours ou autre. Deuxième exemple qui s'appuie également sur le principe de la preuve sociale. L'auteur Robert Cialdini rapporte une technique qui avait été utilisée par plusieurs boîtes de nuit pour augmenter le nombre des personnes clientes. Il dit les boîtes de nuit construisaient de toutes pièces une file d'attente artificielle devant la porte d'entrée pour créer une impression d'affluence. C'est-à-dire les gens attendent, il y a une sélection à l'entrée, et avec cette idée que les gens vont être, ça va attirer l'attention des gens, ils vont avoir l'impression que c'est une boîte select, que plus il y a de monde, c'est que sûrement le nombre de personnes qui attendent doit être proportionnel à la qualité de l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, et finalement de plus en plus de gens se mettent à vouloir entrer dans la boîte, dans la discothèque, et donc la file augmente jusqu'à créer une affluence qui n'existait pas au départ. Alors qu'est-ce que ça met en évidence ? Ça met en évidence que nous appuyons sur ce que font les autres, sur les actions et le comportement des autres pour agir. J'aime bien cette citation de Lippmann dans laquelle il dit « Lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment ». On est toujours dans cette idée que nous adoptons des comportements automatiques ou en tout cas nous prenons nos décisions en nous appuyant que sur une
faible part de l'information finalement, ou sur un signe extérieur qui n'est pas forcément un gage ou une garantie en soi, mais qui va être l'unique critère sur lequel on va s'appuyer pour décider. Parce que finalement, est-ce que ce que tout le monde fait est la meilleure chose à faire? Le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, on peut répondre oui, dans beaucoup de cas du moins. C'est-à-dire, si tout le monde a envie d'entrer dans cette boîte de nuit, c'est vraisemblablement qu'elle a quelque chose de particulier, que l'ambiance est super, que la musique est bonne, etc. Si personne ne se manifeste pour porter secours à quelqu'un allongé sur le sol, c'est sûrement que quelqu'un a déjà prévenu les secours ou que les gens ont estimé qu'il n'y avait pas nécessité, peut-être que quelqu'un a déjà posé la question, que la personne a rassuré sur son état ou a dit que quelqu'un venait le chercher, quoi que ce soit. Voilà, ça vient comme... sauf qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche pour prendre les informations qui nous permettraient d'avoir une idée véritable et juste et fidèle de la situation. On s'appuie que sur une partie de ce dont les choses ont l'air pour juger. Du coup, là aussi c'est une citation qui est proposée dans le livre de Robert Cialdini, de Robert Cavette, qui dit « Comme 95% des gens sont par nature des imitateurs et seulement 5% des innovateurs, les gens sont plus facilement persuadés par les actions de leurs semblables que par tout autre argument que nous pouvons leur donner. » Donc ça, vous voyez bien de quelle façon ça peut être utilisé quand il s'agit dans le domaine de la vente. C'est-à-dire que vous avez une première approche qui serait je veux vous vendre mon produit et donc je vais vous donner tous les arguments pour vous présenter son intérêt, sa qualité, les économies que vous allez faire en l'acquérant, etc. ou autre. Et vous avez une autre démarche qui serait finalement il vaut mieux, c'est plutôt les actes qui vont et les actions qui vont vous convaincre, donc je vais vous donner 4 ou 5 commentaires, même s'ils ont été finalement construits de toutes pièces, inventés de toutes pièces. Les personnes qui disent voilà, moi j'utilise tel produit ou j'ai participé à telle formation, etc. Et je peux vous dire que voilà ce que ça m'a apporté et que au lieu de présenter son produit en le vendant finalement, eh bien on va faire parler les gens les utilisateurs qui sont censés être sincères et objectifs puisque eux ont soi-disant payé pour l'obtenir, et donc les arguments vont être davantage dignes de foi pour le consommateur potentiel. Comment vous pouvez utiliser le principe de la preuve sociale pour vous aider à vous mettre au travail? D'abord, soyez très vigilant par rapport au jugement hâtif qu'on peut avoir dans le cadre scolaire. C'est souvent que j'entends des étudiants prêter des intentions ou en tout cas juger un prof, une UV, une filière sur très peu d'informations finalement. Ah, de toute façon, je vais pas prendre cette UV parce que le prof est nul, ou cette UV elle est super difficile parce que personne l'a eu ou seulement 50% l'ont eu. Faites très attention, il y a plein de manières de déconstruire ces jugements un peu hâtifs. Par exemple, sachez que là où j'enseigne, c'est une université où les étudiants peuvent choisir les UV d'une année sur l'autre qui vont suivre. Et il y a un phénomène qu'on observe qui est que la première année, c'est que les personnes très motivées qui vont choisir une UV. Donc les personnes étant très motivées, sont intéressées par le contenu, vont travailler à la mesure de leur intérêt et vont obtenir de très bons résultats, et l'UV va a priori être réussi avec plus de 80%, par plus de 80% des personnes qui la suivent. Du coup, année suivante, les gens se disent dans cette UV-là, il y a 80% de réussite, donc c'est une UV facile, donc je vais la choisir. Du coup, on a un volume d'étudiants qui double ou triple l'année suivante, et un taux de réussite qui diminue d'autant, parce que finalement on se retrouve avec un public qui n'est pas le même. Un public qui a choisi l'UV parce qu'il était intéressé, c'est pas la même chose qu'un public qui a choisi l'UV parce qu'il pensait que la valider ce serait facile. Du coup, le taux de réussite chute, et l'année suivante, on a de nouveau un petit nombre d'étudiants qui choisissent l'UV, seulement ceux qui sont particulièrement intéressés, parce que
eh ben ils ont vu, ils se sont uniquement appuyés sur le taux de réussite de l'année précédente en se disant ah ça c'est une UV difficile parce que peu de gens l'ont. Donc la preuve sociale, ça part, c'est vraiment comment je juge de quelque chose à partir de a priori, c'est-à-dire si un nombre important ou un nombre de personnes donne les apparences de, à ce moment-là, je vais partir du principe que c'est vrai. Soyez vigilants d'approfondir les informations sur lesquelles vous vous appuyez pour porter un jugement sur vos choix. Deuxième chose, choisissez bien vos sources d'information. C'est souvent que j'entends des étudiants dire ah mais cette UV là de toute façon elle est impossible à avoir, et ils se sont appuyés pour ça sur les dires de 2-3 étudiants qu'ils ont croisés dans les couloirs ou leurs 2-3 amis proches avec lesquels de toute façon ils sont toujours d'accord. Et que finalement un étudiant qui se dit, parce que c'est ça aussi, c'est je viens confirmer ah cette UV elle est un peu dure, je demande à 2-3 personnes qui me disent ah ouais de toute façon c'est impossible de l'avoir, donc ça me confirme dans le fait que peut-être en fait personne l'aura parce que de toute façon ce sera trop dur pour tout le monde. Et puis je m'aperçois à la fin du semestre que finalement le taux de réussite a été beaucoup plus élevé que ce que j'imaginais, et en fait que si j'avais posé la question à 2-3 autres personnes, elles m'auraient dit non, en travaillant, en consultant tel ouvrage, en travaillant bien tes exercices, c'est tout à fait à la portée de n'importe qui d'avoir cette UV. Et que si les sources d'information avaient été un peu diversifiées, l'avis aurait été nuancé et peut-être que l'implication aurait été différente. Une autre façon d'utiliser le principe de la preuve sociale, c'est de trouver ce que j'appellerais votre muse. C'est par exemple, vous suivez une formation, essayez de chercher sur internet, dans des magazines, dans des bouquins, des exemples de personnes qui font un métier ou qui ont fait les études et réussi les études que vous visez, et prenez-les un peu comme exemple à suivre. C'est-à-dire que vous suivez des études qui sont peut-être exigeantes, trouvez une personne qui a suivi les mêmes études que vous et qui fait un boulot qui vous intéresse, et quand vous avez une petite baisse de motivation, retournez consulter son témoignage, vidéo, lecture ou autre, pour vous remettre votre projet en tête. J'ai un étudiant comme ça qui m'expliquait qu'il avait réfléchi à la branche, et puis il avait trouvé un site internet dans lequel, donc dans l'école d'ingénieur où je travaille, il avait trouvé un site internet dans lequel il y avait des vidéos d'ingénieurs qui parlaient de leur métier, qu'il en avait trouvé 2-3 de professionnels qui valorisaient énormément, qui faisaient exactement le boulot qui l'intéressait, et quand il avait une petite baisse de régime, il retournait sur internet revisionner ces vidéos, et ça le remettait dans son ambiance de motivation, et ça lui redonnait envie de se motiver et de travailler. Troisième chose, le principe de la preuve sociale. Parfois, on juge les autres un peu vite. Je pense aux étudiants qui hésitent à aller vers les autres pour travailler en groupe, pour collaborer, pour demander de l'aide, pour poser des questions. Partez du principe que c'est pas parce qu'une personne semble pas avoir de collègues avec qui bosser qu'elle en a pas envie. N'allez pas trop vite pour juger les autres, et ne partez pas du principe d'emblée qu'ils ne voudront pas travailler avec vous, ou qu'ils ne pourront pas bénéficier de l'apport que vous pourrez leur faire, de l'apport que vous pourriez constituer pour eux. Donc, tentez l'expérience et allez vers les autres. Voilà, si vous souhaitez approfondir, vous pouvez lire le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. À bientôt sur étudierplusefficacement.com.